Donc nous avons voulu vous montrer l'évolution des prix depuis 10 ans, depuis 1998, non seulement en France, mais également dans notre région, la Côte d'Azur. Alors, la ligne rouge, évidemment, représente la France, la bleue, la Côte d'Azur. Vous voyez que les évolutions, on parle de taux de variation annuel des prix, sont semblables, mais que depuis 2004, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans, la hausse des prix a tendance à diminuer. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une période d'augmentation des prix, mais les taux ralentissent. Nous avons également évoqué, je pense que cela peut vous intéresser, les loyers. On voit qu'ils ont augmenté sensiblement moins vite que les prix de vente des appartements, donc ce qui n'est pas sans conséquence sur la rentabilité des investissements locatifs, nous le verrons tout à l'heure. Dans ces conditions, quelles sont les perspectives pour 2008 ? Nous estimons que les facteurs économiques de retournement de marché, que l'on entend parfois dans une certaine presse, ne sont pas réunis. Nous avons un certain nombre de facteurs qui sont positifs. Tout d'abord, la demande reste soutenue, surtout par rapport à l'offre, et notamment dans notre département. Un réseau important d'agences immobilières a estimé que pour un bien disponible sur le marché, il y avait 2 acquéreurs. Nous estimons pour notre part qu'il manque chaque année 1200 logements qui ne sont pas construits dans ce département, et ceux cumulés sur 10 ans. Donc il y a véritablement une pénurie structurelle de biens disponibles à la vente. C'est ce qui explique les tensions, évidemment, sur les prix. Par ailleurs, pourquoi nous n'envisageons pas de retournement brutal ? Eh bien, tout simplement parce que la structure du marché en 2008 n'est pas celle des années 1990. Par exemple, la part des spéculateurs, des marchands de biens est très inférieure. En 1990, ils représentaient entre 7 et 10% du marché. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 3%. Donc ce sont des investisseurs stables, ceux qui achètent à l'heure actuelle, et ceux qui ont acheté ces dernières années, ce sont principalement des particuliers, et donc il n'y a pas d'effet spéculatif sur le marché. Cependant, il faut être prudent. Tout d'abord parce que dans l'immobilier, il y a évidemment une part psychologique. Le moral des ménages, on le voit, peut être affecté par l'érosion du pouvoir d'achat, par un retour de l'inflation, et également un petit risque qui est celui du manque de liquidité qui pourrait affecter le secteur financier et qui pourrait peser sur l'immobilier en définitive. Donc nos pronostics pour l'année 2008, c'est une variation des prix comprise entre moins 2 et plus 2%, donc dans des niveaux relativement proches de ceux de l'inflation. En revanche, nous ne pensons pas que le marché puisse se retourner brutalement. Où que vous investissiez, privilégiez toujours l'emplacement. C'est le principal conseil. Diversifier son portefeuille de biens immobiliers, oui, d'ailleurs je crois que c'est une nécessité parce qu'on ne peut pas forcément acheter que des villas de 5 pièces. Donc la diversification est naturelle. Maintenant, ce que nous observons, c'est que de toute façon, les augmentations de prix concernent tous les biens immobiliers et que les baisses, quand il y en a, concernent également tous les biens immobiliers. Donc c'est un marché qui est quand même relativement global. Et on remarque quand même qu'il y a des zones géographiques qui sont moins sensibles que d'autres aux aléas. Ce sont les zones les plus représentatives de leur marché. Ce sont en général, malheureusement, celles les plus chères également, c'est-à-dire les adresses les plus cotées, les proximités de bord de mer, ces endroits-là. Et c'est mon conseil, c'est qu'il faut toujours acheter en fonction d'un emplacement. Très bien. Je vais vous présenter rapidement 4 ou 5 systèmes de défiscalisation en immobilier. Je vais vous parler, moi, là, des avantages fiscaux. Il est évident que je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire le président de la FNIM. C'est que quoi qu'on fasse en immobilier défiscalisant, ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'on achète un bien immobilier. Et qu'il est primordial d'avoir les mêmes précautions que quand on achète un bien pour soi. Chaque système de défiscalisation correspond vraiment à un type particulier de clients et d'investisseurs. Donc il est évident que je mets des précautions d'usage par rapport à ça, parce que même si je vous dis par exemple que pour le Borloo neuf, il faut un taux marginal d'imposition de 30%, c'est la réalité, mais dans certains cas ça peut être moins. Je dirais c'est vraiment du sur-mesure qu'il faut faire en la matière de défiscalisation. Bon, pour le Borloo neuf, c'est relativement simple. On amortit 65% du montant de son investissement. Donc sur ses revenus, c'est d'autant plus intéressant si on a déjà des revenus fonciers, puisqu'on va d'abord éponger les revenus fonciers et ensuite on va impacter ses revenus généraux. Donc c'est une grosse défiscalisation, d'autant plus qu'on bénéficie d'une déduction spécifique de 30% sur les revenus fonciers bruts en complément.
Donc l'euro-bien recentré est un petit peu moins intéressant que le Borloo neuf. Par contre, il correspond à des gens souvent qui nous disent on aimerait bien faire un investissement locatif, mais pouvoir y loger un parent ou un enfant étudiant. Je suis un petit peu réservé d'ailleurs là-dessus, parce que je pense qu'en matière d'investissement de défiscalisation, il faut essayer d'éviter de faire de l'affectif. Et donc mélanger les genres, c'est souvent difficile, ça rajoute des difficultés pour trouver des produits. Alors, le choix pour l'un ou l'autre dispositif, ça va dépendre aussi du montant des loyers. La loi de Messine, c'est un petit peu particulier parce que c'est un dispositif qui permet d'avoir une réduction d'impôts. Donc là, on ne va pas s'intéresser au taux marginal d'imposition, on va s'intéresser au montant des impôts qu'on paye. En général, dans ce genre d'investissement, ce sont surtout des résidences-services ou des résidences de loisirs ou résidences de vacances. Et comme il y a des services qui sont associés à la gestion de ces biens, on a la possibilité de récupérer la TVA. Ce qui nous implique, si on récupère la TVA, bien entendu, de garder le bien 20 ans, parce que sinon, il faudra qu'on la rembourse au prorata au moment où on l'aura vendu. J'en arrive à la loi Malraux, le secteur sauvegardé. Là, on va monter, je dirais, un petit peu en gamme, dans le sens que on va pouvoir... le principe, il est simple. On n'achète pas cher un bien immobilier qui, en général, est dans un état le plus délabré possible, et on va y faire un maximum de travaux, puisqu'en fait, on va déduire fiscalement de nos revenus le montant des travaux. Donc c'est un dispositif qui est très très contraignant et très lourd à monter d'un point de vue technique, et sur lequel il faut être très très vigilant et surtout faire très attention avec les intervenants avec lesquels on travaille, parce que la loi Malraux, c'est une loi qui peut être requalifiée très vite si on ne respecte pas les règles de fonctionnement qui sont imposées par le système lui-même. L'avantage, je dirais, dans ces investissements, c'est qu'on achète, à l'inverse de la loi Borloo ou de Robien ou même loi de Messine, là, on va acheter vraiment du patrimoine. On peut acheter vraiment du patrimoine immobilier intéressant. C'est un dispositif qui est très intéressant, qui s'adresse à des gens qui sont fortement imposables et qui ont envie de se construire un patrimoine immobilier, je dirais, de qualité. Le statut de logement meublé professionnel, pour moi, c'est la perle en matière de défiscalisation immobilière, parce que c'est un système qui permet en fait, il y a plusieurs avantages fiscaux qui se cumulent. Le premier avantage fiscal, c'est qu'on va pouvoir déduire de son revenu imposable la totalité des frais engendrés par l'acquisition d'un bien immobilier. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que pendant la période de financement du bien, on va pouvoir déduire le montant des intérêts d'emprunt et tous les frais inhérents à la gestion du bien. Et qu'ensuite, quand on va avoir le bien complètement disponible, qu'on l'aura financé et qu'on percevra des revenus, on aura la possibilité, à ce moment-là, avec un système un peu compliqué des amortissements différés, de percevoir pendant 5 à 10 ou 15 ans des revenus qui seront complètement défiscalisés. Donc c'est un outil patrimonial qui est, à mon avis, excellent et qu'il faut vraiment, quand on peut y accéder, puisqu'il y a des contraintes, bien entendu, quand on peut y accéder, il ne faut pas hésiter à passer en statut de lourd meublé professionnel. Deux autres avantages sur le statut de lourd meublé professionnel. Le premier, c'est qu'à partir du moment où ça devient des biens professionnels, c'est-à-dire que soit parce que vous en retirez 23 000 € par an de revenus, c'est-à-dire de loyer, enfin c'est du BIC en fait, mais 23 000 € de revenus annuels, ou que ça représente 50% de vos revenus personnels autres, revenus personnels autres, on ne tient pas compte des retraites. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a que sa retraite, peut devenir loueur meublé professionnel avec 12 ou 15 000 € de revenus d'immobilier locatif meublé. À partir du moment où ce bien est vraiment, vous êtes considéré comme en meublé professionnel, vous échappez à l'ISF. C'est que le patrimoine immobilier que vous avez mis dans ce statut-là échappe complètement à l'ISF. Le deuxième point aussi, encore avantage fiscal qu'il y a sur le loueur en meublé professionnel, c'est que quand on fait des acquisitions de ces biens dans une SARL de famille, on a la possibilité, dans le cadre de la transmission, d'organiser du démembrement en faisant donation, par exemple, à ses enfants de part de la société en nue propriété et de garder soi-même l'usufruit. Donc c'est un outil de transmission qui, pour nous paraît très intéressant. Je vous rappelle que, pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas oublier qu'on fait un investissement immobilier. Ça, c'est le plus important, que ça reste un investissement, un choix d'immobilier. Il faut privilégier la qualité du produit. Quand on fait de l'investissement de défiscalisation, il faut essayer de ne pas faire trop d'affectifs et accepter de sortir des secteurs géographiques dans lesquels on se situe. On l'a vu tout à l'heure, la rentabilité aujourd'hui locative de la région